gens fantasment le cinéma parce qu'ils aiment le cinéma, enfin, ou parce qu'ils pensent qu'ils aiment le cinéma. Euh, mais au-delà des paillettes de Cannes, qui est un festival très agréable au demeurant, euh, c'est un métier. C'est un métier comme un autre. C'est quelqu'un qui est effectivement au bout d'un moment capable d'être sur un plateau, de demander au chef-op t'es en quelle focale, de regarder comme ça la distance entre la caméra et le comédien, d'incliner la focale, de planter sa perche à 5 cm du bord cadre, quoi. Wow. Ou qui est capable de suivre un dialogue dans un appartement parisien avec une perche de 4 mètres en passant d'une pièce à l'autre. Là, c'est vraiment des artistes, quoi. C'est des types, quand on voit ça, on se dit waouh, là il y a du boulot, quoi. Alors, je m'appelle Gérald Leroux, je travaille depuis toujours dans le cinéma. J'ai commencé en faisant l'école Louis Lumière à Paris, en filière son, et donc en sortant, je suis devenu ingénieur du son. J'ai été ingénieur du son pendant... Enfin, je ne faisais que ingénieur du son pendant à peu près 15 ans. Et au bout de 15 ans, à peu près, je suis rentré vivre dans ma région natale. J'ai continué mon travail d'ingénieur du son, mais en parallèle, j'ai créé une société de production. Et il y a eu une période un petit peu où je faisais les deux, on va dire. Mais les 15 dernières années, on va dire, ou les 12 dernières années, je ne faisais quasiment plus que de la production. J'avais plus beaucoup le temps de faire du son, ou quand je le faisais, c'était sur des films que je produisais très ponctuellement, voilà. Donc je suis moitié ingénieur du son, moitié producteur. Comment s'est passé vos débuts en tant qu'ingénieur du son? Donc en sortant de Lumière, j'ai essayé de travailler directement comme ingé son, et c'était super compliqué. C'est un métier dans lequel il faut rentrer progressivement, il faut avoir un réseau, il faut montrer des compétences qu'on n'a pas nécessairement en sortant de l'école et qu'on acquiert en fait par l'expérience sur le plateau. Et donc au bout d'un an, je crois, ouais, un an et demi, je commençais à en avoir marre quand même de galérer, de faire que des petits films pas payés, des trucs, voilà, j'arrivais pas à en vivre. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une société qui fabriquait du matériel son, qui importait et fabriquait du matériel son, euh, qui était une petite société mais qui travaillait pour tout le monde, vraiment pour tout le cinéma, toute la télévision. Et je suis rentré comme responsable de la maintenance. Peu de temps après, le directeur technique, c'était une toute petite boîte, hein, est parti vivre à Tahiti. Je suis devenu directeur technique. Et puis après, la société s'est scindée en deux. Et j'ai dirigé, entre guillemets, la partie de la société qui était restée sur Paris. Et donc, dans le cadre de ce métier-là, je suis devenu un expert, entre guillemets, en particulier dans les micro-HF, qui à l'époque était le truc qui était ultra important pour tous les ingénieurs du son et pour toutes les télés. Et mon réseau, c'était tous les plus grands ingénieurs de France, tous les directeurs techniques de chaînes de télé, etc., etc. Donc je suis resté quelques années là-dedans. J'ai commencé à travailler d'ailleurs dans le cinéma quand j'étais dans cette boîte-là. Les plus beaux projets que j'ai faits, c'était probablement dans cette période-là, parce qu'en fait, dès qu'il y avait quelque chose d'un un petit peu costaud, un petit peu compliqué en HF, on m'appelait pour travailler dessus. Et puis, au bout de quelques années, voilà, j'étais dans un bureau, j'étais un homme d'affaires, entre guillemets. J'avais un costard, et j'allais déjeuner avec des clients le midi, et tout ça, tout ça. Et je me suis dit, c'est pas pour ça que j'ai fait tout ça, c'est pas pour rester dans un bureau et, et faire juste de l'argent, en fait. Et donc, je suis parti de cette boîte-là. Ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je trouve mon remplaçant et ça a été un petit peu long. Mais le jour où je suis parti, voilà, mon réseau était tel que même pas 2 semaines après, j'ai quelqu'un qui m'appelait pour travailler sur un gros projet. Et à partir de là, j'ai pu vraiment enquiller les tournages très rapidement et beaucoup de tournages. Voilà. On dit qu'un ingénieur du son, enfin un intermittent du spectacle, doit faire 507 heures dans l'année pour avoir le statut d'intermittent du spectacle. Je crois que la première année, j'ai fait 1200 ou 1300 heures. Une anecdote micro sans fil? J'avais travaillé sur Prêt-à-porter de Robert Altman, parce que Robert Altman avait une particularité, pour l'époque qui était singulière, c'est qu'il tenait à ce que tous les comédiens aient un micro-HF et que tous les HF
soit enregistré sur des pistes séparées. Donc là, on parle d'un tournage, un plateau avec plus de 200 personnes. Il y avait un casting de fou là-dedans. Et donc, au niveau son, on avait carrément du matos de studio. C'est-à-dire que c'était une console de studio et on avait 32 ou 30, ouais, 32 HF, je crois, qui étaient posés en rack. Il fallait que tout ça fonctionne très bien, que ça enregistre. À l'époque, je dis ça comme si j'étais vieux, mais je suis vieux, sur les 33-24 qui étaient des enregistreurs multipistes qui étaient monstrueux, qui pesaient 200 kilos. Enfin voilà, c'était des opérations un petit peu exceptionnelles comme ça. Et après, oui, comme ingé de son, j'ai travaillé un peu sur tout là pour le coup, à la fois sur de la fiction et de la télévision. Et il se trouve qu'à titre personnel, mais ça c'est vraiment... j'ai préféré toutes mes expériences, alors pas toutes, mais disons que mes expériences les plus enrichissantes se sont situées dans le domaine de la télé plus que dans le domaine de la fiction. L'ingénieur du son a-t-il un chef au-dessus de lui? En vrai, non. Dans la vraie vie, l'ingénieur du son n'a pas vraiment de chef. C'est un des avantages, mais je dirais plutôt un des inconvénients du son en tournage. C'est que tous les réalisateurs du monde vont vendre avant le son, c'est super important pour moi, c'est vraiment essentiel, c'est là que se fait un film. Dans la vraie vie, quand on est sur un plateau, on est quand même un peu la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire qu'on est une équipe à part, on est là pour ramener du son le plus exploitable possible et le mieux possible, mais grosso modo, l'accent n'est pas tellement mis là-dessus. Donc ce qu'on nous demande, et c'est un petit peu une des choses qui m'a un peu déçu dans le monde du son, c'est une des raisons qui fait que j'ai un peu arrêté, c'est que il y a des années et des années, on nous demandait de ramener du beau son. Après, on nous a demandé de ramener du son. Et après, on nous a demandé de ramener du bruit si on peut. Et c'est une profession qui est pas tellement valorisée. Donc effectivement, quand on est dans une situation de tournage, on doit être en mesure de se dire, bon, cette prise-là, il faut absolument que j'ai le son. Parce que si on ne l'a pas, ça va engendrer des difficultés en post-production qui vont être super importantes, mais on est quasiment le seul responsable de ça. Et donc quand une prise n'est pas bonne, il faut être très sûr de soi pour dire j'aimerais bien qu'on en refasse une pour le son, quoi. Une petite anecdote de tournage? Sur des fictions par exemple, où on a un comédien, on va dire, qui n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas, il y a une prise sur laquelle il bloque, il n'est pas bon, quoi. Il est mauvais. Et donc le réalisateur lui fait refaire 2 fois, 3 fois, ça marche pas. On essaie une autre approche réelle comédien pour essayer de prendre le truc autrement, ça passe toujours pas. Et on est au bout de la 7, 8e, 10e prise, on n'en peut plus. Et là on sent que le réal il se dit bon, j'ai pas quand même lui en remettre une de plus parce que le comédien il va craquer au bout d'un moment, il va se rendre compte que je pense qu'il est mauvais et donc ça va poser des problèmes. Et donc, ça arrive qu'un réal se retourne comme ça, bon, elle est bonne pour l'image? Oui, elle est bonne. Et là, il se retourne vers l'ingénieur du son avec un petit regard un petit peu, elle est bonne pour le son? Et là, en gros, il faut savoir que ça veut dire, même si elle est parfaite pour nous, c'est que j'aimerais bien qu'on en refasse une pour le son. Bon, bah, on en refait une pour le son. Voilà, ça peut servir aussi à ça, l'ingé son, quoi. L'échelle d'importance de l'ingénieur du son dans un film. Quand on est ingénieur du son sur un tournage, on n'est pas, le poste le plus important. Les gens ne sont pas là pour le son en général. Ils sont là pour le jeu, ils sont là pour l'image, ils sont là pour plein d'autres choses. Mais le son est assez annexe. Effectivement, quand on arrive en post-production, après le montage, effectivement, on a toute la post-production. Et ça, c'est un autre type de métier. C'est-à-dire que là, réellement, tout le monde est là pour le son. C'est beaucoup plus valorisant pour un ingénieur du son d'être en post-production parce que c'est aussi en grande partie qu'on fait le film. À partir des sons directs qu'on a, on va rajouter des effets, on va rajouter des bruitages, on va rajouter toutes sortes de choses. C'est là que se rajoute la musique et c'est là qu'on va donner vraiment la teinte du film. Mais c'est ce que j'appelle un métier de termite. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans une pièce noire 8 heures par jour. Quand j'ai travaillé là-dedans, on était dans des Audi à Paris. On arrivait le matin, il faisait nuit. On repartait le soir, il faisait nuit. On n'avait pas vu la lumière du jour de toute la journée. Quand ça dure plusieurs semaines, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Il faut aimer.
Mais oui, c'est un autre travail, c'est un autre travail. Plus technique probablement, plus valorisant aussi. Mais oui, comme je disais, c'est un peu là qu'on fait le film. Y a-t-il des techniques super importantes à connaître dans ce métier? Non, il n'y a pas de technique à proprement parler. Il y a juste, là, pour le coup, c'est l'expérience. Il faut connaître un certain nombre de choses. Il faut connaître la directivité des micros, mais c'est surtout, plus on en fait, plus on est bon, quoi. Et c'est là que se pose souvent le problème. C'est que Perchman, c'est souvent assistant son, et beaucoup d'assistants son deviennent après chef op son, donc arrêtent la perche. Donc souvent, les perchman sont des gens qui démarrent dans le taf d'ingé son et ne le font pas extrêmement longtemps. Et c'est très très rare. Moi j'en ai connu deux. Le perchman de Pierre Gamet et de Pierre Lenoir, qui étaient des gens qui ont dit moi je reste perchman, et qui ont fait perchman toute leur vie. Ils étaient extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de faire des trucs avec une perche que j'ai jamais vu quelqu'un capable de faire ça, quoi. C'est quelqu'un qui est effectivement au bout d'un moment capable d'être sur un plateau, de demander au chef-op t'es en quelle focale, de regarder comme ça la distance entre la caméra et le comédien, d'aligner la focale, de planter sa perche à 5 cm du bord de cadre, quoi. Wow. Ou qui est capable de suivre un dialogue dans un appartement parisien avec une perche de 4 mètres en passant d'une pièce à l'autre. Là, c'est vraiment des artistes, quoi. C'est des types, quand on voit ça, on se dit waouh, là il y a du boulot, quoi. Mais sinon, non, c'est l'expérience qui fait qu'on est bon ou pas à la perche. Alors, l'ingénieur du son est un artiste ou un technicien? 90% technicien quand même. On est 90% technicien. Après, il y a en post-prod beaucoup plus de mobilisation de la partie artistique, c'est-à-dire qu'on va vraiment plus donner son avis. Dire, tiens, là, par exemple, justement, cette musique-là, je la rentrerai un petit peu plus doucement, ou un peu plus tôt, ou un peu plus tard, pour que ça... Voilà. On va plus donner la teinte du truc. Sur le tournage, c'est quand même très technique, hein. Pour un ingénieur du son, y a-t-il beaucoup d'étapes dans un film? Autant d'étapes que pour tous les autres métiers, c'est-à-dire qu'il faut comme je dis, il faut le préparer, c'est-à-dire il faut le penser. Il faut savoir dans quelles conditions on va tourner, à quel endroit. Si on est dans un endroit où on sait que par exemple tout le tournage va se situer dans un environnement qui est extrêmement bruyant, on peut avoir des gros problèmes, donc ça s'anticipe. Faut être capable de dire potentiellement, bah, là je vais ramener du son témoin. Rien ne sera exploitable en post-production, donc ça, il faut que le réalisateur, les comédiens et surtout le producteur soient conscients que par exemple ça va demander de la post-prod à mort. Et la post-prod ça coûte très cher. Voilà. Bon, donc ça se prépare en tout cas. Voilà, je vais avoir dans tel plan, on lit le scénario. Dans le plan au maximum, je vais avoir 7 comédiens. J'ai besoin, parce que ça joue beaucoup, que chacun soit justement enregistré sur des pistes séparées. Voilà, ça s'anticipe. Il faut 7 HF, il me faut un enregistreur qui a au moins 7 pistes, plus des perches, plus des machins. Donc ça, c'est la préparation. Après, il y a la partie tournage où voilà, on ramène le son direct au maximum, voire on fait ce qu'on appelle des sons seuls. Les sons seuls, ça peut être des ambiances, des choses comme ça, qui malheureusement sont de moins en moins exploitées au mixage. Après, il y a le montage son, où on prend toutes ces sources sonores et on prépare en fait le travail du mixage. C'est-à-dire que là, on va mettre, par exemple, les bruitages, on va mettre les musiques qui vont bien. Et puis au final, on aura le mixage où on mélange tout ce bazar-là pour faire le son du film. Y a-t-il une part d'improvisation dans ce métier? Ah oui, carrément. Oui, on improvise tout le temps en fait. C'est-à-dire que le propre d'un bon ingé son, c'est précisément de régler les problèmes. C'est-à-dire que à chaque fois, sur tous les films, sur tous les projets, il va y avoir un moment où on se dit ah, là on a un problème, on va pas pouvoir enregistrer le son comme on l'avait prévu, ou on a une panne, ou on a un truc. Il faut être capable d'improviser très rapidement, le plus rapidement possible. Il faut que ça marche, quoi.
il faut que ça marche sans être pénible pour le reste de l'équipe. Donc il faut être rapide, discret et efficace. J'imagine que vous avez plein de trucs et astuces pour régler les problèmes. Oui, il y a plein d'astuces, oui. Dans chaque situation, on nécessite des astuces. Et en particulier, dans la fiction, l'intérêt, c'est d'avoir des micros qui sont le plus près... là où il y a le plus d'astuces, on va dire, c'est sur la pose des micros HF. C'est-à-dire que dans une fiction, il ne faut pas que le micro se voie du tout. On n'est pas comme en télévision, on a le droit d'avoir une pince comme ça avec un micro qui dépasse. Et donc, il faut savoir où mettre le micro. Il y a plein de techniques pour ça. Entre quelqu'un qui a des cheveux, quelqu'un qui n'a pas de cheveux, quelqu'un qui est en tenue très légère, voire en maillot de bain. Les techniques sont très très différentes. Donc on a plein de petits accessoires. Des fois on fait copain-copain avec la coiffeuse parce qu'on a besoin de mettre le micro HF dans les cheveux de la personne. Donc pour moi ça marche pas très bien, ça se verrait. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. Par exemple, on prend un petit ressort de stylo. Vous savez, hein, on accroche le micro dessus et en fait on va prendre à la base du cheveu le ressort qu'on met en clac, il s'accroche à la base du cheveu et ça bouge plus et ça frotte pas. C'est une très bonne config pour mettre un micro HF par exemple. La plus grosse anecdote de tournage. Le plus gros des anecdotes de tournage que j'ai, pour le son, hein, je parle, c'est il y a beaucoup de comédiens qui n'aiment pas justement avoir des HF sur eux. Parce que c'est extrêmement intrusif, parce que au bout d'un moment, il peut y avoir des ingé sons qui font des maladresses, que j'appelle des maladresses. Par exemple, un comédien a un micro HF sur lui, il va le garder quasiment toute la journée, ou en tout cas une demi-journée. Au bout d'un moment, il oublie qu'il a un HF, quoi. C'est le but. Il n'y pense pas toujours en permanence. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a des petits retours pour que les réalisateurs entendent les prises, c'est l'ingé son qui est entre les deux. Donc quand on est en dehors d'une prise, on coupe le micro pour pas que ça passe. Et c'est arrivé des tas de fois qu'un comédien soit à l'autre bout en train de boire un café avec un autre comédien, dise du mal du réal, qui lui est à tout l'autre bout du plateau et qui entend très bien avec son petit casque, quoi. Ça c'est le genre de truc, il vaut mieux éviter. Donc ça c'est aussi de la responsabilité de l'ingé son de gérer ce genre de truc. Et puis je dirais, oui, c'est les comédiens qui détestent ça. Je vais en citer qu'un, Gérard Depardieu, il déteste qu'on lui pose des HF, quoi. Parce qu'il aime pas qu'on le tripote, il aime pas qu'on vienne. Quand on pose un HF, on va aller dans la chemise, on va toucher la personne, on rentre dans ce qu'on appelle sa kinésphère, on rentre dans son intimité quelque part, et il y a beaucoup de comédiens qui n'aiment pas ça. Donc là, il faut être rapide, efficace, et pas intrusif. La majorité des trucs, c'est autour de ces choses-là. Après, il y a des tas d'autres choses. Hein. Une comédienne qui va aux toilettes, qui laisse tomber son HF dans les toilettes. Bon. Pratique courante, malheureusement, parce que ça coûte un peu cher, ce genre de truc, mais ça arrive. Pour le son, ouais, il y a plein de trucs. Il y a les prises de son sous l'eau aussi, où c'est marrant, parce que... sur des Ushuaïa ou des trucs comme ça, quand on veut essayer de prendre un son qui vient de l'eau, par exemple, il faut mettre un micro dans l'eau. Donc une des meilleures méthodes, c'est de le mettre dans un préservatif qu'on tend au maximum pour que le préservatif fasse lui-même une deuxième membrane. Et on va arriver à choper un son qui est souvent très, très bien, d'ailleurs, avec des trucs comme ça. Racontez-nous une grosse galère pendant un tournage. Et c'est arrivé, oui, qu'un comédien, par exemple, une fois... parce qu'il était en conflit avec la production et la comédienne en plus. Enfin, l'ambiance sur le plateau était très tendue. Fasse arrêter le tournage parce qu'on avait une prise à faire dans des serres tropicales extérieures et qui voulait absolument avoir sa loge perso. Et on avait une demi-journée à tourner là-dedans, on avait un plan à faire. Et la seule loge qu'on avait trouvée, c'était le vestiaire du personnel. Et il est arrivé le matin, il a dit non, vous lirez mon contrat. Dans mon contrat, il est marqué que je dois avoir ma loge. Alors, le régisseur et l'assistant réal ont essayé de lui expliquer non, mais tu sais, on va privatiser la loge le temps que tu sois maquillé, puis les autres viendront après. Non. Vous n'avez pas bien lu mon contrat, c'est ma loge. C'est moi qui ai la clé, c'est ma loge. Il n'y a que moi qui y vais.
Donc il a fallu faire venir un camping-car américain sur le parking un dimanche matin pour que monsieur ait sa loge, quoi. Voilà. Et pendant ce temps-là, on a 40 personnes qui attendent. C'est des choses qui sont un peu pénibles. Un conseil à donner pour les jeunes qui veulent commencer ce métier d'ingénieur du son? Changer d'idée. euh, non, je dirais essayer d'intégrer quand même, pour le coup, c'est un des domaines dans lequel il est quand même bon d'avoir quelques bases. Donc une formation, je conseille quand même, c'est un secteur dans lequel, je dirais pas ça pour tous les métiers, mais pour le son, il vaut mieux avoir quand même une formation technique assez solide à la base, parce que ça reste un métier qui est probablement un des plus techniques dans la chaîne du cinéma. Et en parallèle de tester des petites choses, de commencer à avoir l'expérience, c'est malheureusement un métier de réseau, et donc il faut le construire ce réseau. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme, qui se fait petit à petit, et puis c'est exponentiel. Donc à partir du moment où on est connu pour être bon dans un domaine, vous savez, un de mes modèles, c'était un ingénieur du son qui est décédé aujourd'hui, mais qui était probablement le meilleur enfin, considéré comme le meilleur du cinéma français, probablement, je crois, un des ingénieurs du son qui a eu le plus de César. Techniquement, il n'était pas super balèze, quoi, mais humainement, il était génial. Il était génial sur le plateau, il passait bien avec les comédiens, il passait bien avec les réals, il passait bien avec les producteurs. Et il était adorable et extrêmement efficace. Et en plus, il était bon pour faire du bon son. Malheureusement, il n'est plus là. C'est qui? C'était Pierre Gamet, un très 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 grand ingénieur du son. Ce métier, on peut l'apprendre sur le tas comme beaucoup d'autres métiers? C'est plus dur. C'est plus dur d'apprendre le son sur le tas que d'apprendre le reste sur le tas. Parce qu'il y a quand même des aspects techniques. C'est pas impossible. En fait, tous les métiers du cinéma, on peut les apprendre, entre guillemets, comme on dit, sur le tas. Mais ça pose deux problèmes. C'est que vous allez mettre 10 ans à arriver à un poste où quelqu'un qui a une formation arrivera au bout de 2. Et puis, il est probable qu'à un moment, vous ayez un blocage technique pur et dur, quoi, où là, il va falloir demander de l'aide. Donc, c'est probablement un des seuls secteurs dans lequel je conseille quand même d'avoir des bonnes bases. Et c'est aussi un des inconvénients, c'est que comme c'est assez technique, c'est quand même prioritairement des gens qui viennent de filières scientifiques, quoi. Autant quand on sort d'une filière littéraire, je parle pour des jeunes qui finissent leurs études, c'est plus facile, entre guillemets, enfin plus envisageable de travailler dans le scénario, dans la réalisation, dans d'autres secteurs connexes. Quand on commence à attaquer des trucs très techniques, la lumière, l'image, mais en plus encore le son, là, faut vraiment être très courageux pour s'y coller en autodidacte. Mais j'en connais. Selon vous, quelles sont les meilleures écoles de cinéma? Meilleures écoles en France restent les mêmes, c'est l'école Louis Lumière et la FEMIS à Paris. Il y a l'ENSAS en Belgique qui est très bien. Voilà, c'est les grandes écoles nationales, mais qui sont hyper sélectives. Enfin, je veux dire, pour y rentrer, il faut non seulement être très bon, mais avoir de la chance en plus. Il faut être très bon, faire tout ce qu'il faut pour l'avoir et avoir un peu de chance. Mais sinon, il y a des tas de BTS audiovisuels publics qui sont très bien aussi, qui offrent une formation technique qui est excellente. Un peu moins de réseau peut-être au départ, mais voilà. Le cinéma a-t-il muté? Très longtemps que je travaille dans le cinéma, que j'ai vu beaucoup d'évolution de ce secteur en fait. Entre le moment où je suis rentré et maintenant, le monde du cinéma a énormément changé. Y compris dans la production aussi, c'est mon métier depuis des années.
Et je dois avouer que ça me fait moins triper de fabriquer des films. Ça me fait moins marrer qu'avant, quoi. La culture cinématographique est-elle essentielle pour travailler dans ce métier? C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, pour faire quelque chose, il faut savoir, pour imaginer qu'on va réinventer le cinéma, il faut savoir ce qui a déjà été fait avant. Et donc, regarder, apprendre à analyser les films, apprendre à décortiquer un film, c'est important pour savoir ça m'a plu, mais pourquoi ça m'a plu? Et pourquoi je ferai la même chose, pourquoi je modifierai cette chose-là, ou pourquoi je la ferai totalement autrement. Et ça, c'est vraiment la culture cinématographique, de manière générale, est extrêmement importante. Entre aimer le cinéma et en faire un métier. Beaucoup de gens fantasment le cinéma parce qu'ils aiment le cinéma, enfin, ou parce qu'ils pensent qu'ils aiment le cinéma. Mais au-delà des paillettes de Cannes, qui est un festival très agréable au demeurant, c'est un métier. C'est un métier comme un autre. Il faut le connaître, il faut l'analyser. Et comme tous les métiers, il y a des moments où c'est agréable, puis il y a des moments où c'est pénible. Et quand on choisit cette voie-là, quand on choisit en particulier une voie d'ailleurs dans le monde du cinéma, il faut savoir pourquoi on a choisi ça. Je veux dire, c'est malheureusement un peu triste de choisir son métier dans le cinéma par défaut. Je vais travailler dans le cinéma parce que je veux travailler dans le cinéma, parce que ça me fait fantasmer. Je vous assure qu'au bout de 10 ans, ça vous fera plus fantasmer du tout. Et puisque je ne peux rien faire d'autre, je vais faire ça. Non, c'est pas une approche idéale, quoi. Pour moi, il faut se dire, voilà, je vais faire ça parce que vraiment, j'ai une appétence, j'ai une envie, et je pense avoir quelque chose à dire dans ce domaine-là. Je connais des personnes qui désirent être producteurs, mais qui ne veulent surtout pas s'intéresser aux autres métiers du cinéma. Il ne sera jamais producteur. C'est exactement ce que je dirais. Quelqu'un qui me dit je veux être producteur, mais je ne veux absolument pas savoir ce qui se passe à l'image, au son, à la post-prod, je lui dirais tu ne seras jamais producteur. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que le producteur, c'est vraiment la personne qui organise tout ça. Donc il faut connaître tous les tenants et aboutissants de toutes les filières qu'on fait intervenir dans le film. Sinon, on ne fait pas ça, je veux dire. On peut faire producteur pour plein de raisons, hein. Mais le minimum, c'est que c'est un métier qui est le plus pluridisciplinaire dans le domaine du cinéma, quoi. Il faut quand même avoir une connaissance technique, artistique, juridique, administrative, et un réseau qui est quand même assez costaud, quoi. L'interview est donc terminée. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires.